Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Monsieur Biver pour un acte 2. C'est la deuxième fois qu'on voit Monsieur Biver sur JobWatch et on est vraiment ravis de l'accueillir avec nous. Donc, on peut passer à la deuxième slide. Alors, je vous encourage vraiment à mettre les micros sur off, parce qu'évidemment, les bruits parasites, c'est vraiment pas terrible pour discuter. Je vous encourage évidemment à avoir de la bienveillance entre vous dans une phase qui est toujours un petit peu compliquée, mais qui est en phase de s'améliorer. Hein. Et puis, évidemment, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à écrire plein de questions, des questions intéressantes, captivantes, motivantes. Et voilà. Et puis, je vous invite aussi à mettre votre vidéo, parce que c'est toujours plus sympa. Je sais qu'il y a eu des liens qui se sont créés via JobWatch Live. On est aussi un réseau. Donc, on est là pour créer du lien. Donc, n'hésitez pas à mettre votre vidéo et votre nom. Parce que, par exemple, on a des fois iPhone 2 et ça, ce n'est pas hyper glams. Alors, on peut passer à la slide 3. Let's go. Grande nouveauté chez JobWatch, on a lancé JobWatch Step Up. Alors, JobWatch Step Up, c'est une plateforme pour vous offrir du coaching. Alors, on a réfléchi à ça parce qu'on s'est dit pendant le Covid, comment nous, on peut améliorer, donner de la plus-value à nos candidats et nos candidates. Alors, on a plusieurs coachings et formations. On peut vous former dans tout ce qui est CV, comment on candidate, comment on se présente bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour justement trouver un emploi le plus rapidement possible. Donc, nous, on a vraiment vérifié avec des experts. On a fait ça, on a checké avec des super coachings qui vont avec différentes durées. Donc, n'hésitez pas. On a aussi des formations en leadership. Parce qu'on a pensé aux candidats, mais aussi aux managers qui étaient là, qui travaillaient encore sur place. Et justement, pour finir, avec des coachings professionnels qui sont vraiment liés à des problématiques liées à l'emploi. Alors, n'hésitez pas. Valérie va tout de suite mettre le lien dessus et passer à la slide 4. Slide 3. Donc voilà, ça c'est nos petits experts. Alors on les connaît bien, on travaille avec eux depuis maintenant un certain temps. Donc n'hésitez pas, on a Corinne Martineau, Marie-Hélène Galatopoulos et Olivier Roman. Passer. Qu'est-ce que c'est JobWatch? Alors, JobWatch, c'est d'abord une plateforme pour l'emploi, c'est-à-dire qu'on est un job board qui permet de voir des annonces que vous trouverez vraiment nulle part ailleurs. On propose des formations dans notre petit outil, notre petite barre de menu. Et aujourd'hui, on propose du live où on met en réseau justement des professionnels de l'horlogerie et des personnes qui cherchent de l'emploi. Next slide. Alors, moi, je vous encourage vraiment à rester connecté avec nous. Alors, moi, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn et vous connecter, à celui de Valérie aussi. Vous pouvez vous poser mes questions. On est aussi sur Facebook et sur Instagram, mais je vous avoue qu'on est beaucoup sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter, c'est fait pour. Et puis, voilà. Donc, on peut clôturer ce petit écran et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Biver. Donc, Monsieur Biver, on ne le présente plus, Monsieur Biver, c'est vraiment le pape de l'horlogerie, d'une liberté incroyable, une liberté de ton. Là où il est passé, ça a toujours été un grand succès, que ce soit chez Blancpain, Omega, Hublot, TAG et Zénith. Donc voilà, on s'était vu un peu pendant cette phase Covid, où il nous avait donné quelques clés, quelques inspirations. Alors on avait parlé un petit peu justement de l'hyperniche, des coins des coins qu'on devait laisser libres, qui étaient libres pour les micro-niches. On va en reparler maintenant. Et justement, Monsieur Biver, j'aimerais que vous puissiez nous dire quel a été votre regard sur les salons numériques qu'il y a eu avec Watch and Wonders en l'occurrence. Et alors, on continue en 2021 ou pas? Or, les salons digitaux, Yes. je ne les ai pas vus. Ah, voilà. Ça répond à... J'étais dans le sud de la France
Et bon, j'avais pas beaucoup de connexion, j'étais pas souvent sur l'ordinateur et je ne les ai pas vus. Mais alors, Ceci me fait dire qu'il a peut-être manqué un peu de communication parce que ce que je ne cherche pas, je devrais le trouver. C'est quoi? C'est tout l'art du réseau social. Si je cherche la marque Hublot, bah, je la trouve. mhm. Mais si je ne cherche pas Hublot, parce que je ne la connais pas et que je la trouve, à ce moment-là, le réseau social, il m'a doublement servi. Il m'a servi à faire connaissance avec une marque et il m'a peut-être servi ensuite à me faire plaisir et à acheter le produit. Donc, il faut toujours essayer d'atteindre des gens qui ne nous cherchent pas. Bien sûr. Euh, et se dire, ouais, j'ai fait un site internet ou j'ai fait un communiqué, mais ça suffit pas parce qu'il y a plein de gens qui vont le rater, qui vont pas le voir. Donc, je n'ai pas vu ce salon digital. J'ai entendu parler du salon digital et je crois qu'il était relativement positif. Il est aussi positif dans des conséquences parce que à Bâle, tout le monde se concentrait sur Bâle, d'une part, et à Bâle, dans chaque collection, il y avait forcément toujours un ou deux ou trois leaders qui prenaient presque toutes les commandes ou qui prenaient une grande partie des commandes. Et comme les lancements digitaux se sont succédés les uns après les autres, ça a permis à chaque produit de se mettre en évidence tout seul et non pas d'être derrière le leader. Donc, ça, c'est un élément que je trouve positif parce que c'est vrai, quand vous présentez 10 nouveautés, il y a peut-être 2 très fortes ou 3 et qui prennent le 80% du chiffre d'affaires. Quand vous présentez 10 nouveautés en 10 mois, une par mois pour dire, eh bien, chacune a sa chance. Et ça, c'est pour moi un enseignement de ce salon digital dont il faudra se souvenir. Une certaine égalité, finalement. Mais oui, une égalité parce qu'on sort les produits les uns après Mm, les autres mm. et pas ensemble. Quand vous allez à Bâle, vous entrez dans un salon et on va vous montrer les 10 nouveautés en même temps. C'est un Donc, vous allez piquer les 2 ou 3 ou 4 qui vous intéressent et le reste, vous laissez. Si chaque semaine, vous envoyez un autre, eh ben, c'est beaucoup plus égal pour les différents produits qui, tout seuls, vont avoir des meilleures chances de se vendre que s'ils sont à côté d'un leader. C'est toujours à Bâle, c'est vrai, c'était un peu la loi du plus fort aussi, hein. On voyait vraiment qu'il y avait vraiment deux, trois Oui. marques qui prenaient le, dont Hublot. Alors, bravo, ça c'est l'autre aspect. À Bâle, il y a 2, 3 marques ou 5 marques qui sont très fortes et qui prennent toute l'attention et qui prennent une grande partie aussi, évidemment, du chiffre d'affaires et des commandes, alors que dans le digital, vous ne ressentez pas la puissance de chaque marque individuellement. Donc là aussi, voilà, ça c'est le deuxième aspect. Vous avez raison de soulever celui-là. Et si on voit justement, bah, vous avez vu, bah, vous êtes sur Insta, où on voit beaucoup de nouveautés, quelle est aujourd'hui votre vision un petit peu bah, des créations horlogères? Est-ce que vous trouvez ça créatif? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une phase où on apporte des nouvelles choses? Et est-ce qu'il y a une pièce aujourd'hui qui vous a plus plu qu'une autre? Alors, on ne peut pas parler d'une pièce parce que l'horlogerie est trop vaste. Il faudrait dire quelle est la pièce en dessous de 100 francs, quelle est la pièce en dessous de 500, parce que ce pas les mêmes créations, ça n'a pas la même force. Donc, il est un peu difficile de généraliser. Donc, moi, j'ai pas de. Mais pour votre Mais l'avis général, d'une ligne façon d'achat. générale, Ouais. il me semble qu'il y a une forte tendance au vintage, soit parce qu'on s'inspire du passé, soit parce qu'on le refait. Et donc, quand on est dans le vintage, eh bien, on n'est pas dans la création d'une nouveauté. C'est de nouveau, puisqu'on ressort des produits des années 70 qui étaient nouveaux totalement en 70, puis aujourd'hui, elles sont nouvelles
parce qu'elles ont 50 ans et que la plupart des consommateurs n'étaient pas nés quand elles ont été présentées en septembre. Donc, le vintage peut attirer la clientèle nouvelle. Et cette clientèle nouvelle, c'est tous ces gens qui ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui, ou entre 35 et 65. Et donc, pour eux, le vintage ne fait pas vintage comme pour moi, parce que moi, en 1970, je les ai vus, les pièces. Vous voyez, vous prenez la Royal Oak. La Royal Oak, elle est sortie en 1972. Donc, elle a 50 ans l'année prochaine. Et donc, quand un jeune homme voit cette montre qui a 50 ans et que lui, il en a 43, ben, il trouve que c'est jeune et que c'est nouveau et que c'est très attirant. Mais en réalité, elle existe depuis 1972. Mais en général, on sent quand même une tendance au vintage, à revenir à des pièces plus traditionnelles, plus classiques, donc quelque part un peu moins innovantes ou disons moins décalées. Il n'y a pas beaucoup de disruption et il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont décalées. C'est vrai. Et ça vous manque aujourd'hui, vous, Monsieur Viver, ou d'avoir cette disruption? Alors, vous savez, euh, j'ai toujours ce principe de dire il faut être premier, différent, unique. Et si vous voulez, dans toutes vos activités, dans vos produits, dans vos concepts, dans votre philosophie, dans votre communication, dans votre marketing, si vous cherchez systématiquement à être premier, différent et unique, les trois à la fois, eh bien, vous ne pouvez pas être dans la répétition. Parce que si vous répétez, comment vous voulez être premier? Si vous répétez, comment vous voulez être unique? Si vous répétez, comment est-ce que vous voulez être différent? Donc, moi qui suis un amateur de ce genre d'attitude, premier, différent, unique, euh, moi qui suis aussi, par essence, je suis assez, comment est-ce qu'on veut dire, contrariant. J'aime aller dans le sens contraire des autres. Euh, et eh bien, quand je vois beaucoup de répétitions, eh bien, je trouve que c'est un peu moins intéressant pour moi, mais je dois penser aux clients en général. Et c'est l'énorme erreur qu'on fait assez souvent dans des produits ou dans des communications ou des pubs. Les personnes en charge raisonnent par rapport à eux, mais on ne leur demande pas leur avis. On demande leur avis sur la vie du consommateur. Autrement dit, je disais à mes gens, quand vous jugez une montre, vous prenez une paire de lunettes, et admettons que vous êtes chez Tag Heuer, vous prenez la paire de lunettes Tag Heuer, vous mettez les lunettes Tag Heuer, et vous voyez la montre avec les yeux de Tag Heuer. Mais si vous les regardez avec vos yeux, mais votre jugement, je m'en fous, parce que vous n'êtes pas mon client, vous êtes mon employé. Donc, je vous demande à regarder avec la lunette Tag Heuer, et c'est ainsi qu'on a acheté des centaines de lunettes Tag Heuer où les gens voyaient la montre à travers la lunette Tag Heuer. Et ça, c'est capital. Jamais juger par rapport à son goût, parce qu'on ne vend pas à soi-même, on vend à autrui. Et la difficulté, c'est de se mettre dans la peau de l'autre. Et quand ce consommateur se trouvait en Chine, ou se trouvait au Japon, ou se trouvait en Californie, ou au Mexique, ce sont des yeux et ce sont des lunettes totalement différentes. Il faut être capable de changer plusieurs fois par jour de lunettes et de vision. Ça, c'est tout l'art de l'adaptation au marché ou de l'adaptation au client. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est vous donner un conseil aussi aux managers, c'est-à-dire souvent, moi, je conseille aux gens de ne pas postuler pour eux, de ne pas mettre de leur propre profil, mais de postuler pour la marque, donc de se mettre dans la peau de la marque. Et ça, c'est essentiel à mes yeux, parce que souvent, on a tendance un peu à faire des CV qui sont les CV de soi-même, mais pas forcément les CV qu'attendent la marque. C'est ça. Et voyez, pour se souvenir, il y a pour moi un des designers les plus remarquables que j'admire le plus et avec qui j'aurais bien voulu un jour discuter et manger, c'est Karl Lagerfeld.
Karl Lagerfeld a fait pendant, je sais pas, je dis 30 ans du Chanel, mais il a fait pendant 30 ans du Fendi, et puis il a fait Chloé, et puis il a fait pour lui. Jamais dans une collection Chanel, les gens disaient « Oh, c'est du Lagerfeld ». C'était tout le temps du Chanel. Et dans la même saison, dans la même semaine, dans le défilé de Fendi, il y avait du Fendi. Donc, il a toujours été capable de se détacher de lui, d'entrer dans la marque et de créer pour la marque afin que personne puisse se dire « Oh, mais c'est du Lagerfeld ». Non! On pouvait dire peut-être c'est du Lagerfeld parce que ça fait 30 ans qu'il est là, mais jamais il a toujours su s'adapter à la marque. Et ça, c'est la chose la plus difficile parce qu'il faut entrer dans la peau de la marque. Il faut entrer dans l'histoire de la marque. Il faut entrer dans la culture de la marque. Il faut entrer dans l'ADN de la marque. Et il faut entrer dans l'âme de la marque. Et ça, c'est un effort. C'est un effort d'adaptation que souvent les designers font pas, ou les publicistes, ils vous imposent leur vision. Et je leur dis, merde, c'est pas ta vision qui m'intéresse. Tu dois faire une vision pour ma marque, pas pour toi. Bien sûr. Et puis, sans vouloir vous flatter, c'est ce que vous avez fait, Monsieur Biver. Vous êtes toujours mis à la place des marques pour lesquelles vous avez travaillé, que ce soit chez Omega. Vous avez toujours fait quelque chose de différent. Moi, je rebondis sur une question de Jean-Carlo Lebas qui pose des questions par rapport, et c'est intéressant par rapport aux petites marques. Moi, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux et puis vous postez pas mal de petites marques. Alors, je prends l'exemple de Recep Recepi, on a je dis sûrement mal, Norquin, Baltique. Là, monsieur Lebas nous parle de l'aventure Bayo. Vous pensez quoi un peu de toutes ces marques? Je pense que ces marques sont d'abord, elles sont extrêmement actives, elles sont créatives. Donc, on en a besoin. On a besoin de marques qui vous secouent un petit peu. On a besoin de ces petites marques qui parfois provoquent. Par exemple, Moser est une petite marque assez provocante. Max Busser and Friends est une marque un peu provocante. On a besoin de cela pour bouger. Et donc, ce sont des pions libres qui n'ont pas de frontières et qui peuvent justement s'exprimer comme ils le souhaitent, avec une certaine provocation, avec une disruption aussi. Et donc, je dis toujours, ces marques nous sont utiles. Alors, parce qu'elles donnent un esprit, elles nous indiquent un peu le chemin quand même. Alors, et elles sont pionnières. Et donc, les pionniers, on en a besoin. Elles ouvrent des voies. Ce sont des scouts qui nous ouvrent les voies. Donc, on a besoin de ces petites marques et aujourd'hui, elles vivent une époque extraordinaire parce qu'à cause de la concentration des marques et de la concentration des consommateurs qui achètent de plus en plus la même ou les 5 mêmes marques, eh bien, ça a créé des niches et ces artisans, ces indépendants, sont souvent des gens indépendants, elles trouvent du terrain pour croître. Et je dis à ces petites marques, vous avez maintenant la plus belle période du siècle qui s'ouvre devant vous, parce que ces niches n'existaient pas avant. Quand il y avait un grand nombre de marques, eh bien, tous les territoires étaient occupés. Maintenant qu'il y a moins de marques et tout se concentre et qu'on est plus on est un petit peu plus dans la rentabilité, la productivité, et on dit, ouais, mais ce marché, ça sert à rien, il n'y a pas assez à faire. Oui, pour toi qui fais tant de milliards de chiffre d'affaires, c'est pas intéressant. Et pour le petit qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, eh ben, ce marché qui représente peut-être 50 millions, il est intéressant. Donc, ces petites marques ont aujourd'hui un terrain extrêmement favorable pour se développer. C'est ces fameux coins dont vous nous avez parlé. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que vous mettez en œuvre ce que vous dites, en fait, et vous mettez en avant. Peut-être vous pouvez nous en dire juste rappeler aux personnes qui n'étaient pas là au premier live de quoi il s'agit, c'est quoi ces fameux coins. Alors, vous prenez un grand hall d'aéroport, un énorme hall d'aéroport, admettons qu'il est carré ou rectangulaire, peu importe.
et qu'un jour on décide pour des problèmes de rentabilité d'acheter un aspirateur sur 4 roues, une sorte de voiture électrique qui aspire et qui nettoie, un aspirateur, eh bien, dans les coins, comment est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé de laisser un petit triangle non effacé, non nettoyé, parce qu'il a une certaine largeur et quand il tourne, il est obligé de laisser des coins non nettoyés. Donc, il faut passer ensuite une deuxième fois avec un petit aspirateur pour aspirer les petits coins qu'il n'aurait pas, que la grosse machine très large, elle est trop large, donc elle n'arrive pas dans ces coins. Et ça, c'est les niches. Et donc, ce grand aspirateur, il fait le 95%, il nettoie, mais les 4 coins, il ne va pas jusqu'au bout parce qu'il ne peut pas prendre le virage de cette manière-là. Donc, il laisse les 4 coins ouverts et ça, c'est les niches qui se forment. Alors, on a parlé des niches, parlons un peu des aspirateurs. On a Bruno Montmasson qui dit: que pensez-vous du rachat de Frédéric Constant pour le groupe Citizen? Pensez-vous que cela est un risque de perte de l'identité de l'ADN des marques Frédéric Constant? Est-ce un risque de disparition pour De Monaco, par exemple? Bien sûr qu'il y a toujours un risque, mais si vous achetez une marque et que vous perdez par mismanagement son ADN, on se demande pourquoi ils l'ont acheté. Quand on achète une marque, on l'achète précisément pour ce qu'elle est. Et une marque, c'est d'abord une ADN. Sinon, ce n'est pas une marque, sinon c'est un ensemble de produits. La marque est précisément une ADN qui a des enfants, qui a des produits, et tous les enfants se ressemblent. On voit qu'ils appartiennent à la même famille, on voit les uns ressemblent à leur maman, les autres au papa, mais on voit qu'il y a un ADN commun. Et donc, quand vous achetez une marque et que vous détruisez ou que vous ne respectez pas l'ADN, on peut se demander pourquoi vous l'avez acheté. Autant créer une marque de A à Z, puis vous la faites comme vous avez envie. Donc, quand on achète, on doit respecter, on doit comprendre, et puis ensuite, on doit moduler cet ADN. Parce qu'une ADN ne se change pas, mais elle s'adapte. C'est comme nous. Mon ADN, elle est là. Alors, ma peau devient plus vieille, mes cheveux se perdent, mais quelque part, l'ADN, elle reste. Mais en apparence, elle a changé. Donc, ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire dans une marque, c'est d'abîmer son ADN, d'abîmer son âme, d'abîmer sa culture, parce qu'à ce moment-là, autant acheter une marque vierge et puis faire comme je veux. Et par rapport à ça, justement, comment vous pensez comment on peut créer quelque chose de nouveau tout en gardant l'ADN? Je sais que beaucoup l'ont fait dans la mode. Par exemple, je prends l'exemple de Dior. Dior, par exemple, avait un ADN avec John Galliano. Et puis là, on a complètement changé de style avec la nouvelle styliste. Qui est plus, comment vous voyez les choses par rapport à… Alors, les choses ne sont pas comparables. Pourquoi? Parce que dans la mode, et ça s'appelle mode, l'espérance de vie d'un produit, en principe, c'est une saison. Tout à fait. Après, c'est la nouvelle saison. Et dans la nouvelle saison, c'est d'autres couleurs, c'est d'autres imprimés, ce sont d'autres tailles, d'autres coupes. Donc, chaque année, vous avez des saisons qui changent. Dans l'horlogerie, la Daytona, je ne sais pas, je ne connais pas, mais elle doit avoir 60 ans. La Speedmaster, elle doit avoir 60 ans. La Royal Oak, elle a 50 ans. La Nautilus, elle a 46 ans. Et ainsi de suite. Donc, les cycles de vie dans l'horlogerie sont extraordinairement longs. Il n'y a aucun domaine, à part l'art, aucun domaine où on peut acheter aujourd'hui un produit qui a été développé il y a 60 ans. Mais il y a 60 ans que cette montre existe et je peux toujours l'acheter et elle est toujours leader. Ah, Dieu, attendez. Oui, mais il n'y a pas deux industries comme cela. Donc, l'horlogerie, à ce niveau-là, ne peut strictement pas se comparer. Et la grande erreur, c'est de penser que l'horlogerie obéit aux mêmes critères que la mode, mais pas du tout. Peut-être que certaines montres vont être à la mode.
Peut-être que c'est la mode, j'en sais rien, de porter une Apple Watch ou c'était à la mode de porter une Swatch. Ça, c'est différent parce que la mode s'accapare ces produits. Mais l'horlogerie et les marques, elles restent. Et elles restent presque immobiles. Bien sûr, il y a tout le temps des petites adaptations, il y a des petites innovations, mais grosso modo, une Daytona, je dis Daytona ou une Royal Oak ou une Hublot d'une époque et aujourd'hui, on voit immédiatement que c'est la même. Mais elle est peut-être plus large, elle est peut-être plus épaisse, elle a peut-être une autre couleur de cadran. Mais ça, c'est des détails. Grosso modo, c'est le même produit. Et ça, c'est impossible. Même dans une marque très monoproduit telle que Porsche, la 911, mais je suis désolé, la 911 de 1961, elle a un air très fort de famille, mais on voit quand même des différences. Et sur la route, on voit tout de suite que c'est une voiture vintage. Donc, il n'y a aucune industrie où on a un cycle de vie aussi long que dans l'horlogerie. Et c'est 2 ans d'attente, hein, Daytona. Du coup, en plus, c'est 2 ans d'attente. Voilà, c'est fabuleux. C'est une réussite exemplaire. C'est incroyable. Du coup, on a une question de Clara Villemain qui dit « Se restreindre à la vision de la marque et du client ne restreint pas justement la possibilité de toucher une nouvelle clientèle ?» Alors là, c'est vrai qu'on parle de produits très anciens. On parle aujourd'hui de comment créer aussi des nouveaux produits. Mais, elle a raison de poser la question, mais on s'adapte, on cherche constamment une nouvelle clientèle. La clientèle qui achetait la Speedmaster d'Omega ou la Daytona en 1950, c'est pas la même clientèle que celle qui l'achète aujourd'hui. Et là, c'est de passer d'une clientèle à une autre et de garder la même désirabilité des clientèles. Et ça, c'est tout l'art. Comment est-ce que je fais pour que 30 ans plus tard, les nouveaux milléniums qui ont maintenant 30 ans aient le même souhait d'acheter cet objet que ceux, les mai 68, qui avaient en 1980 aussi 30 ans. Donc, on passe d'une génération à l'autre, mais on ne communique pas de la même manière. On ne parle pas le même langage. On n'utilise pas la même musique. On n'utilise pas les mêmes images. C'est l'adaptation au client. Donc, les marques ne cessent de s'adapter et celles qui ne s'adaptent pas sont condamnées à disparaître. Donc, mais ce n'est pas parce que je m'adapte que je change de produit nécessairement à mode. Oui, dans l'horlogerie, non. Je fais simplement un produit un peu plus grand, un peu plus macho à une époque macho, un peu plus fin à une époque plus élégante. Donc, je fais des adaptations. Et il faut pouvoir faire ces adaptations et pas des révolutions, parce que si on fait des révolutions, on casse. Donc finalement, on est plus créatif dans la manière de communiquer les choses et de présenter les choses dans l'innovation produit réellement, finalement. Oui, bah regardez, c'est la même chose dans la voiture. On en est encore aujourd'hui au moteur à essence. Mais si vous voyez, il y avait des Formule 1 il y a 30 ans, elles faisaient déjà du 320 à l'heure. On les a bridées parce que ça devenait trop dangereux. Il y avait déjà des 12 cylindres. Vous voyez, Niki Lauda, Clay Regazzoni, ils avaient des voitures extraordinaires qui avaient déjà 800 chevaux. C'est les mêmes moteurs. Donc, on a changé l'aérodynamisme, c'est vrai. On a changé la qualité des gommes, oui, c'est vrai. On a amélioré le freinage, oui, c'est vrai. Mais grosso modo, ça existait déjà. Et donc, la montre mécanique, c'est comme le moteur à explosion, le moteur à combustible. Il existe depuis. Vous savez, Monsieur Diesel a inventé le moteur diesel, puis après il s'est associé avec Benz, c'est pour ça qu'on appelle ça Mercedes-Benz. Pardon, Monsieur Benz a inventé le diesel, mais il a inventé le diesel il y a 100 ans. Et on a toujours aujourd'hui des moteurs diesel. Dieu soit loué, on va bientôt s'interdire parce que le diesel, il pollue plus que le moteur à essence. Alors justement, on parle de moteur, on parle un petit peu de Formule 1. Vous avez vu un peu le Grand Prix de Monaco oui. et justement la montre justement de Taguilleur pour Max Verstappen. Ben voilà, là, ça c'est l'exemple, c'est une montre qui a 50 ans.
Ouais. Et Max Verstappen, qui a 23 ans, il la porte avec fierté et il en est. Et voilà, vous vous rendez compte, mais il ne conduit pas une bagnole de cette époque. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. La Monaco de Max Verstappen, elle a été conçue. Alors, bien sûr, ce n'est pas le même cadran, mais c'est la même forme qu'il y a 50 ans. Alors, je rebondis sur ça avec la question d'Enes Morina qui dit: Bonjour, Monsieur Biver, avec toute votre expérience après cette crise, est-ce que le sponsoring d'athlètes et ou des compétitions devrait se transformer dans le futur? Quelles sont vos hypothèses pour ce développement? Merci. Oui, bah bien, le sponsoring va rester, c'est évident. Euh, Nous, êtres humains, simples êtres humains, nous avons toujours besoin de mentors, nous avons toujours besoin de gens que nous suivons. C'est pour ça qu'il y a des acteurs de cinéma aimés, c'est pour ça qu'il y a des ambassadeurs, etc. Donc, nous allons continuer. Le sponsoring je pense même que le sponsoring va encore plus se développer. Maintenant, les formes du sponsoring vont également changer parce que on va utiliser plus des ambassadeurs en live que sur du papier glacé dans des beaux magazines qui sortent une fois par mois. Donc, on va aller plus sur des expériences, on va plus faire avec des contacts en présentiel avec des clients. Donc, c'est la manière de les utiliser ou c'est la manière de les promouvoir, c'est la manière de les insérer dans la communication de l'entreprise qui va changer. Mais le sponsoring, c'est quelque chose qui va certainement, qui va absolument rester. J'ai aucun doute là-dessus. Au contraire, et plus vous êtes dans la digitalisation, plus vous avez besoin, à un moment donné, d'avoir un vrai contact et d'avoir des contacts avec les yeux dans les yeux plutôt que par Zoom ou Instagram. Donc, c'est la période que nous vivons, elle est très propice à recréer du vrai contact, le contact humain, et on l'a vu maintenant avec le Covid, à quel point nous avons besoin de ce vrai, de cet authentique contact. Et toujours par rapport à ces ambassadeurs, vous êtes un peu l'inventeur de ces ambassadeurs, vous voyez? Oui, un petit peu. Oui, oui, Oui. complètement. Et du coup, que pensez-vous justement de ces influenceurs qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux que pensez-vous du marketing d'influence? Je pense que le marketing d'influence a une qualité, c'est qu'il est efficace. Ça, c'est la première. Mais il est efficace à terme pour autant qu'il soit authentique. Et pour autant qu'il corresponde, qu'il soit cohérent avec la marque. La marque ne peut pas choisir un ambassadeur parce qu'il a du succès seulement. Et il doit aussi choisir, la marque doit choisir un ambassadeur parce qu'il correspond à ce que je veux communiquer. Il correspond à ma marque. Il correspond aux valeurs que j'essaye de promouvoir et de transporter à travers mes produits. Donc, on ne peut pas simplement choisir un ambassadeur parce qu'il est connu et parce qu'il a 500 millions de followers. Il faut le choisir pour autant qu'il soit cohérent avec les valeurs que je souhaite véhiculer. Et puis, il ne doit pas seulement être cohérent avec mes valeurs, il doit aussi s'identifier à mes valeurs. Il doit les représenter d'une manière naturelle. Donc, le choix de l'ambassadeur, il est crucial. Et si vous choisissez le meilleur ambassadeur et il ne correspond pas à votre marque, il n'est pas cohérent et puis il ne transporte pas à lui-même les valeurs de la marque, mais il ne sert à rien. Du coup, je rebondis sur une question de Gilles qui nous dit: ne pensez-vous pas que l'arrivée des réseaux sociaux a eu un effet négatif sur l'industrie, car les clients souhaitent uniquement les mêmes modèles que l'on voit sur les réseaux? Quelle est l'adaptation de ces marques fortement demandées? Ne pensez-vous pas que cela est dommageable pour l'industrie horlogère? Non, le client, il est quand même roi malgré tout, même si le client est influençable. Et le client, il est très souvent plus influençable par ses proches, par son propre réseau, que par des gens qu'il ne connaît pas. Souvent, on veut montrer à ses amis, à ses connaissances,
à sa classe d'école ce qu'on a. Parce que les objets qu'on porte euh, reflètent un peu notre personnalité, notre milieu, nos goûts, nos tendances. Et donc, on s'exprime par ce qu'on porte sur soi. Et donc, c'est parce qu'on veut présenter une certaine image à nos proches qu'on va choisir certains produits et pas forcément parce que c'est l'ambassadeur. Vous voyez, c'est assez, il faut faire très attention à cela. Et donc, je ne pense pas que les ambassadeurs aient fait du tort aux marques. Je ne pense absolument pas. Je pense qu'il y a certaines marques qui se sont trompées d'ambassadeurs parce qu'ils n'ont pas pris garde aux valeurs que ces ambassadeurs véhiculaient ou voulaient véhiculer. Mais pour moi, l'influenceur ou l'ambassadeur garde toute son efficacité. Et puis, si les consommateurs vont tous sur les mêmes produits, mais c'est quelque chose qu'on a toujours eu. Il y a des restaurants qui étaient toujours pleins et sur la même place, il y avait des pizzerias qui étaient à moitié vides. Donc, et puis on va des fois dans un restaurant, pas seulement pour manger la pizza, mais peut-être parce qu'il y a la meilleure ambiance, peut-être que parce qu'il y a mon cercle d'amis qui s'y trouve, et donc il y a le choix est difficile à juger, difficile à dire, ouais, c'est à cause des influenceurs. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et d'ailleurs, on a une question globale de Maxime, enfin qui n'est pas vraiment qui est une remarque, qui est plutôt de Maxime Delab, qui dit sur les terrains du partenariat avec des athlètes, ce qu'a fait Panerai avec Mike Horn et Neri correspond à ces expériences live dont vous parlez. Oui, pour Panerai, Mike Horn est parfait. La marque véhicule des valeurs que Mike véhicule aussi. Et Mike est un parfait ambassadeur, à mon avis, pour la marque Panerai. La résistance, l'endurance, l'aventure, ce sont des valeurs que la montre essaye de transmettre. Et l'esthétique de la montre nous indique déjà qu'elle transmet ce type de valeurs. C'est pas une montre ultra plate, c'est pas une montre pour mettre le soir avec un smoking. Donc, d'avoir choisi Mike Horn, c'est presque parfait, je dirais. J'ai une question de Paolo Canonica qui me semble assez cohérent par rapport à toujours aux marques de niche que vous essayez de montrer et de mettre en avant, qui dit: bonjour Monsieur Vivert, l'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Aujourd'hui, quelles sont à votre avis les valeurs ou les caractéristiques d'une marque nouvelle pouvant intéresser et motiver des investisseurs? Alors, vous savez, si c'est des investisseurs chinois, il suffira parfois d'être suisse et ils sont déjà tout contents d'avoir un pied-à-terre chez nous. Si c'est des investisseurs groupe horloger, ces gens-là vont choisir d'investir dans des marques qui sont complémentaires à leur portefeuille. Et si dans leur portefeuille, le segment de la marque X est déjà rempli, je ne vois pas pourquoi ils en achèteraient une deuxième. Donc, les investisseurs que nous connaissons, Richemont, Swatch Group, LVMH, etc., pour eux, le choix n'est que par la complémentarité. Ils achètent ce qu'ils n'ont pas encore par eux-mêmes, par leur propre portefeuille. Et puis des étrangers peuvent acheter parce que c'est une bonne occasion de mettre un pied en Suisse, d'avoir une base suisse qui permet ensuite de se développer. Donc, tout dépend du type d'investisseur. On ne peut pas donner une réponse qui est valable pour tous les investisseurs. Mais globalement, vous êtes en train de dire que le Made in Suisse est une bonne carte à jouer. Bien sûr, le Swiss Made reste fort et je pense même qu'il deviendra de plus en plus fort, tout comme la Suisse. Comme résidence, c'est un pays qui est de plus en plus demandé aujourd'hui et le Covid a accéléré le souhait de nombreux étrangers de venir s'établir en Suisse pour la sécurité, pour la qualité des hôpitaux, la qualité des soins, la qualité de l'enseignement, la qualité de vie, la qualité de l'air. Aujourd'hui, à Zurich, ils ont annoncé que pour la deuxième année consécutive,
l'air est encore plus sain que l'année dernière. Donc, on fait vraiment des efforts et le pays devient de plus en plus attrayant pour les étrangers. Alors, Monsieur Biver, le temps passe vite avec vous. Il est déjà 18h43. On pourrait encore parler des heures avec vous. Cependant, nous allons finir à 18h45, mais on peut faire un peu de rab. Je prends une dernière question, peut-être rigolote, d'Antonin Bonito qui dit des anecdotes sur comment vous avez réussi à glisser une Omega au poignet de James Bond alors que Ian Fleming lui avait assigné une Rolex. Votre Oui, mais commentaire sur les valeurs véhiculées par 007. Alors, par le hasard des choses, Ian Fleming était décédé quand on a choisi de changer de montre à M. Bond. Donc, Ian Fleming n'a pas eu le temps de rouspéter et de dire hey, les gars, vous vous trompez, relisez peut-être mon livre à la page 183. C'est bel et bien écrit qu'il avait une Rolex au poignet. J'ai lu le livre et je confirme. Mais comme M. Ian Fleming était déjà décédé, on a dit, bah, on va essayer de réécrire l'histoire et c'est pas grave si on dit qu'il avait une Omega au lieu d'une Rolex. Voilà, donc c'est un peu limite, mais c'est légitime et c'est pas très méchant, je veux dire. Voilà. Et puis je pense que les gens de Rolex ont dû être à un moment donné au courant que Omega draguait M. Bond, et puis ils ont dû se dire, ouais, on les laisse faire, ça nous intéresse peu ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai, et vous avez raison de le mentionner, Ian Fleming a écrit que M. Bond portait, et d'ailleurs dans l'histoire du film, au moment, à une certaine scène, il y a le metteur en scène qui dit, mais attendez les gars, dans le film, il est dit, pardon, dans le roman, il est écrit qu'il avait une Rolex au poignet et vous n'avez pas prévu de Rolex. Alors attendez, je vais prendre la mienne. Et il a donné sa Rolex à Ian Fleming pour filmer la scène. Donc, c'est assez cocasse. Et donc, j'étais parfaitement au courant. Mais je me suis dit, on essaye, on verra. Mais je crois que ça a marché. D'ailleurs, c'est Paolo Canonica qui dit toujours ça, qui dit qui ose gagne. Et puis, je pense que vous avez toujours eu l'art du timing, c'est-à-dire d'arriver au bon moment, au bon endroit. Et ça, bravo, quoi. Hein. Ça vous correspond assez bien. Donc, félicitations. Moi, je voulais vous remercier, Monsieur Biver. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la deuxième fois. Moi, volontiers, on se refait une troisième. Quand vous voulez, avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je voulais vous dire à toutes et tous qu'on était disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. On est aussi sur notre site JobWatch. Je vous encourage encore une fois, si vous voulez être coaché par nos super expertes, à aller voir notre service Step Up. Alors, on va vous remettre le lien. Donc, on peut vraiment vous aider et on est là justement pour ça, pour vous accompagner dans vos démarches d'emploi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos recos, vos avis, etc. Moi, je voulais vous informer justement sur le prochain talk, on va justement parler de la position du manager. Et ce manager, des fois, il est souvent un peu maltraité, sous pression. Et justement, l'idée, c'est de vous offrir les clés pour plus de sérénité, pour que vous soyez mieux dans votre travail. Donc voilà, ça a marché pour moi puisque je suis tellement heureux chez JobWatch. Donc, je suis vraiment très content. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi un formulaire de satisfaction qui va vous arriver. Donc, si vous avez des commentaires, des choses à dire sur nous, vous pouvez les dire en toute liberté. Voilà. C'est vraiment. Donc, je voulais encore vous remercier. On était 120 tout à l'heure, mais là, on est 110. Donc, voilà, c'est vraiment chouette de vous voir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, encore merci, Monsieur Biver. Et puis, moi, en tout cas, je vous suis sur Instagram et j'ai hâte de voir vos prochains projets. Excellent. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Bonne journée, au revoir.